Bonjour et bienvenue dans une nouvelle insaisissable review de The Age of Samurai. Aujourd'hui je vais aborder 3 points rapides et un peu plus détaillé, le tout couvrant à peu près les chapitres 12 à 22. Après avoir été vaincu à la compétition de chasse aux chiens, Sadamune n'en démord pas et revient rapidement avec un rescrit, une sorte de décret qui ne peut être contesté, qui vient de l'empereur Go-Daigo, obligeant Yorishige à céder des terres à Sadamune en punition de son soutien au clan Hojo. Comme toujours, Yorishige devise déjà un plan pour contrer cette nouvelle manœuvre du ville-gouverneur et demande donc à Tokiyuki et son groupe, qui se sont nommés les Insaisissables, d'aller recruter un jeune voleur sévissant dans la région. Grâce à lui, Yorishige voudrait s'emparer de ce rescrit et ainsi empêcher Sadamune de faire main basse sur les terres de Suwa. C'est encore une technique classique pour agrandir la bande du personnage principal, et puis ensuite montrer les capacités du nouveau compagnon, mais Yusei Matsui en profite aussi pour développer encore un peu la personnalité de Tokiyuki, et cela en 2 temps et dans de courts passages. Tout d'abord, quand Tokiyuki et ses insaisissables rencontrent ce jeune voleur, répondant au nom de Kazama Gemba, un adolescent à l'intrigant masque de renard, ce dernier demande à être payé une grosse somme d'argent, et on voit alors Tokiyuki presque soulagé et réjoui de voir qu'il ne demande que de l'argent et non une province. Cela montre bien, malgré qu'il est fondamentalement quelqu'un de simple, le jeune garçon raisonne encore comme quand il était l'héritier du shogunat de Kamakura, où l'argent n'était pas un problème. Ensuite, quand Tokiyuki accompagne Gemba pour voler le rescrit, il n'hésite pas à se prendre un coup de sabre pour protéger Gemba, qui allait l'abandonner à son triste sort face à un adversaire coriace sur lequel je reviendrai par après. On voit alors que malgré toutes les trahisons que Tokiyuki a subies plus tôt dans l'année, lui ne peut se résoudre à le faire. Il sauve quand même quelqu'un sur le point de le trahir, ce qui est assez admirable. Cela convaincra même le fougueux Gemba à ne pas abandonner Tokiyuki une seconde fois, et même à le suivre dans sa conquête du pouvoir. Alors un héros de shonen rassembleur, c'est loin d'être original, c'en est même le principal cliché, mais quand c'est bien fait, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Tokiyuki construit son entourage non pas par la force ou son charisme, mais par son honnêteté et par la bonté de ses actes. Cela dit, cette infiltration est aussi l'occasion de démontrer tous les talents de voleur de Gemba. Il se joue facilement des hauts murs de la résidence de Sadamune, ainsi que du cadenas verrouillant la salle où se trouve le rescrit. On peut observer une capacité surprenante du voleur, car grâce à son masque et un peu d'argile, il peut imiter parfaitement le visage de n'importe qui, et ici ce sera celui de Sadamune pour faire partie des gardes gênant les 2 garçons. L'infiltration aurait pu se passer parfaitement si un nouvel adversaire en la personne de Ishikawa Sukefusa n'était pas présent cette nuit-là. On l'a vu brièvement avant la compétition de chasse aux chiens, mais c'est ici qu'on découvrira sa capacité spéciale, qui est une ouïe aussi développée que la vue du gouverneur. Grâce à cela, il remarque la présence des 2 garçons, mais les met à mal aussi, son talent rendant ceux de Gemba inopérants. Ishikawa aurait même pu les capturer quand il s'allie à Sadamune pour débusquer les 2 garçons pourtant déjà loin. Ce second point sera plus court, mais je le trouvais important car il construit encore l'inquiétude qu'on peut avoir concernant Ashigaga Takoji. Si Yusei Matsui accumule les cases inquiétantes, il nous montre aussi que dans le propre camp de l'empereur Go-Daigo, des voix s'élèvent contre le héros de la restauration de l'empereur au pouvoir. La plus puissante des voix n'est autre que le fils de l'empereur et nouveau shogun, le prince Moriyoshi. Ce dernier va même jusqu'à lui tendre une embuscade pour tenter de le tuer, mais échoue rapidement, Takoji tuant tous ses soldats en 2 coups de sabre. Les renforts, quant à eux, se révèlent être des soutiens de Takoji. Ce couvrement à Kyoto montre donc la puissance effroyable de Takoji, mais aussi que son charisme ne cesse de convertir des gens pourtant pas dévoués à sa personne au départ. Son charisme est tellement énorme qu'il arrivera à faire évincer le prince Moriyoshi, qui sera démis de sa fonction de shogun par son propre père. On quitte ensuite Takoji avec une superbe large case prenant tout le haut de 2 pages et dépeignant un Takoji vraiment très inquiétant, voire effrayant. Si Tokiyuki veut reprendre le pouvoir, il devra le faire vite avant que Takoji ne le fasse lui-même.
Ce dernier point me semble important car c'est la première bataille de Tokiyuki et les Insaisissables, mais aussi parce qu'il introduit deux personnages importants. Car quand les Insaisissables se rendent dans le nord du domaine de Suwa pour enquêter sur des mouvements suspects de soldats de Sadamune, qui présagent donc une attaque, le groupe se trouve confronté à un combattant à deux sabres. Ce sabreur se révèle être extrêmement doué, car il tient tête aisément à Ayako et Kojiro, tous deux très talentueux. Cet adversaire se révèle être un adolescent du nom de Fubuki, qui n'est pas l'ancêtre de Fubuki Shiro. Ceux qui connaissent la référence, c'était bon. Il était de passage dans le petit village de Nakayama, où se déroule le combat, et il a défendu ce dernier contre l'attaque de samouraïs bandits à la solde de Sadamune. Quand les esprits se calment, grâce au fait que Fubuki reconnaît Shizuku, qu'il a aidé autrefois, le groupe des Insaisissables remarque que le village dans lequel il se trouve pourrait être une puissante forteresse ennemie si ces derniers venaient à s'en emparer. C'est donc là qu'on découvre un autre talent de Fubuki, la stratégie militaire. Car si sa présence est due au hasard, il a vite compris l'importance primordiale de défendre ce village. Le second personnage introduit sera le véritable adversaire de la bataille à venir pour la possession de ce village stratégique. Parce que si on apprend que Fubuki a repoussé seul 3 groupes d'éclaireurs de samouraïs bandits, ces derniers n'ont pas dit leur dernier mot et passent à l'offensive peu après l'arrivée des Insaisissables. Cette offensive des samouraïs bandits, qui se sont appelés les fourmis tueuses, et non chimères, sera dirigée par leur leader, l'inquiétant Shokan. Cet homme à la carrure imposante et qui se verse du sang sous la tête avant le combat semble aussi inquiétant que compétent, car si au départ la stratégie de défense de Fubuki surprend les bandits et repousse les éléments les plus faibles, Shokan et ses meilleurs hommes passent toutes les embûches semées par le sabreur stratège. En tant que lecteur, j'ai d'ailleurs été impressionné par la stratégie imaginée par Yusei Matsui au travers de Fubuki. C'est très malin et utilise tous les éléments à disposition aux alentours du village, comme les eaux du lac Suwa, qu'il fait geler pendant la nuit précédant l'attaque, et gêne ainsi beaucoup la progression des attaquants. C'est donc très plaisant à voir ce plan se dérouler avec ingéniosité, et en même temps d'avoir le classique moment d'exposition du nouveau venu. L'originalité ici, c'est que ce serait une exposition autant pour Fubuki que pour Shokan, qui fait son chemin vers le village et démontre une puissance de combat assez impressionnante. Un troisième guerrier opposé aux Insaisissables après Sadamune et Ishikawa n'augure rien de bon. Alors que la bataille fait rage, Ayako et Kojiro arrivent à isoler Shokan dans une habitation grâce à un habile stratège de Fubuki. À l'intérieur, Shokan se trouve face à un Tokiyuki assis en tailleur, l'air très zen. Ce qui est intéressant ici, en plus de voir le premier véritable combat de sabre de Tokiyuki, c'est l'apprentissage d'une première technique de combat adaptée à son génie de la fuite. Car on le sait maintenant, Tokiyuki est nul en attaque, car comme l'avait expliqué Yorishige, tous ses muscles sont dédiés à la fuite et donc vers l'arrière. Donc quand le jeune garçon veut attaquer vers l'avant, le coup est terriblement faible. Cela dit, Fubuki le comprend très vite, quand le jour précédent, il se bat contre Tokiyuki pour estimer ses capacités à la demande du jeune garçon lui-même, qui voudrait ne pas devoir toujours dépendre de ses 3 suiveurs. Cette technique, appelée lame de Bouddha cœur de démon, est parfaite pour Tokiyuki, car elle demande de donner un coup de sabre, non pas vers l'avant, mais vers l'arrière, en se décalant vers sous la droite. Ce qui est parfait pour le jeune garçon, qui peut alors déployer tous ses muscles de fuite, et ainsi trancher l'avant-bras de Shokan, là où il n'est pas protégé. Si la blessure n'est pas fatale, au premier abord, elle finit par l'être quand Shokan se rend compte qu'il n'arrive pas à terminer ce combat rapidement pour se soigner ensuite. Tokiyuki évitant absolument tous ses coups, et même ses éclaboutures de sang, ce qui est assez prodigieux. Après donc un interminable jeu du démon, Shokan finit par comprendre qu'il ne gagnera pas, et s'écroule ensuite après avoir perdu bien trop de sang. Tokiyuki gagne encore son combat avec une seule action décisive et sa compétence inégalée pour la fuite. C'était donc une bataille intéressante et riche en événements, avec l'apparition de 2 personnages importants, une stratégie de défense très bien ficelée qui permit à Tokiyuki d'être isolé avec Shokan pour lui asséner une technique plutôt originale et décisive. C'est d'ailleurs avec cette technique qu'on comprend comment Yusei Matsui va arriver à combiner 2 opposés que sont la fuite et le combat. C'est donc dans ces moments-là qu'on voit que Yusei Matsui a vraiment bien pensé son histoire, qu'il déroule habilement pour que la bataille en cours, malgré plusieurs fronts,
soit clair pour le lecteur, et c'est donc un vrai plaisir à lire. Voilà donc pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite. Au revoir.